Comme vous l'avez peut-être vu aux informations et en période de tension, et il y a quelques difficultés de connexion, y compris à Dakar. Merci à tous, merci à tous ceux au secrétariat et au comité français de l'UICN qui ont travaillé à la préparation de ce webinaire. Il nous semblait important, après la COP qui s'est achevée juste avant Noël, de pouvoir reprendre et travailler ensemble à un certain nombre, durant l'année écoulée, un certain nombre de sujets pour faire respecter l'accord Kunming-Montréal. On a effectivement, lors de cette COP, eu des avancées importantes, des promesses pour mettre fin à la perte de biodiversité et restaurer et restaurer la nature avec des objectifs quantifiés, un cadre de suivi, ce qui faisait partie des objectifs du comité français et de l'UICN international. Et c'était un des principaux points de l'accord de la COP 15 qui a été retenu et qui nous semble favorable. Alors aujourd'hui, il faut travailler collectivement au concept de positif pour la nature, arrêter et inverser la perte de biodiversité d'ici 2030 par rapport à la base de 2020, atteindre une récupération totale d'ici 2050 et l'intégration de cette approche positive pour la nature d'une façon plus générale avec des composantes vivantes et non vivantes de la nature, le climat, la justice sociale. Donc un certain nombre de sujets dont on voit, en tout cas pour nous en France et sur les sujets d'actualité qui sont les nôtres, qu'ils sont parfois difficiles à mettre de façon commune. Le but mondial, il est clair pour l'UICN, c'est exprimer clairement l'ambition nécessaire pour lutter contre la crise de la biodiversité, garantir la santé humaine, le bien-être, qui est un des sujets importants autour du concept One Health et des moyens de subsistance à long terme. Et nous avons déjà initié un certain nombre de travaux qu'on aura sans doute le plaisir, je parle sous le contrôle de Florence, de pouvoir repartager avec le réseau francophone dans un autre webinaire, mais notamment les avancées des groupes de travail et de commission sur le sujet One Health. Le rôle de l'UICN dans la réalisation de ces objectifs est majeur. Elle joue son rôle clé de concepteurs scientifiques, de bases scientifiques qui sont vraiment nécessaires pour ancrer le concept de cette mesure de positif pour la nature, de contribuer à la réalisation de façon concrète des objectifs de la COP. Et c'est dans ce cadre-là et sur demande du secrétariat international que nous avons initié cette rencontre ce matin pour à la fois vous réexpliquer un certain nombre de données, de concepts, mais également pouvoir bénéficier de votre retour, de vos appuis pour présenter, dans le cadre de la consultation qui est faite en ce moment, une contribution coordonnée du réseau francophone et peut-être pouvoir enrichir les travaux qui sont faits au niveau du secrétariat. Voilà quelques mots d'introduction. Je ne sais pas si on voit en ligne et si Mamadou Diallo nous a rejoints, mais je sais qu'il avait également quelques éléments à vous partager sur nos travaux. Merci à tous et très bonne réunion de travail. Alors, je sais pas, Maud, je pense, tu sais si Mamadou est connecté ou pas encore? Sinon, après, on peut lui repasser la parole, on peut patienter Oui, quelques oui, instants. je vais essayer d'appeler. Je sais que j'ai essayé d'appeler au Ouais, téléphone. Je sais que c'est très compliqué à Dakar depuis ce week-end. oui, oui. Mais à ce moment-là, je poursuis avec l'ordre du jour, comme ça, d'ici là, il sera peut-être connecté. Donc, donc voilà. On va procéder de cette manière-là. Donc, juste après l'ouverture et l'introduction, moi, je vais vous présenter très brièvement les travaux que le comité français mène avec les entreprises et les collectivités territoriales. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Frank Hawkins, qui est conseiller en sciences et politiques de la biodiversité à l'UICN, qui va présenter le contexte et l'objet de la consultation. Ensuite, il y aura Annie Dakmedjan, qui est chargée de programme entreprise et investissement à l'UICN, qui présentera la publication de la Commission mondiale sur la gestion des écosystèmes de l'UICN et qui se nomme Nature positive pour les entreprises. Et enfin, Florence Curet, qui est coordinatrice de programme entreprise et investissement à l'UICN, qui présentera la consultation Mesurer le positif pour la nature. Et donc, on terminera
par des échanges avec vos questions et les besoins que vous nous ferez remonter. Voilà, est-ce que Maud, tu sais si Mamadou a pu se connecter ou sinon voilà, tu peux nous interrompre ou peut-être en partie voilà, à la fin des présentations, peut-être s'il veut reprendre la parole. Donc j'enchaîne simplement voilà, pour vous donner quelques éléments de contexte et pour vous expliquer pourquoi ça nous intéresse de nous inscrire dans cette démarche nature positive. C'est que bien que les entreprises ne peuvent pas être membres de l'UICN, on travaille avec elles et on a un certain nombre de collaborations sous différentes formes depuis 2008. Euh, et donc, c'est notamment dans le cadre de partenariats bilatéraux que nous avons avec des entreprises, donc pour renforcer leurs actions et leurs stratégies en matière de biodiversité. Donc, ça s'inscrit aussi dans les missions de l'UICN et dans les missions que se fixe l'UICN. Ça permet aussi d'améliorer le dialogue avec les scientifiques, les entreprises et les acteurs de la conservation de la nature. Et puis, on a mis en place également un groupe de travail entreprises et biodiversité, donc qui rassemble ces entreprises avec les membres français de l'UICN et puis les experts français pour traiter un certain nombre de questions un peu prospectives ou d'appréhender un certain nombre de concepts, notamment les solutions fondées sur la nature. Et au niveau des collectivités territoriales, donc c'est aussi un acteur très important pour l'UICN. Et donc elles peuvent d'ailleurs être membres à part entière depuis le dernier congrès mondial de la nature. Et donc avec ces collectivités territoriales, donc que ce soit des régions, des départements, des villes, des intercommunalités, là aussi on les accompagne pour planifier, renforcer leur stratégie en matière de biodiversité. Et donc, que ce soit voilà, au niveau des territoires d'entreprise ou des territoires de collectivité, l'approche est très intéressante justement pour pouvoir s'inscrire dans ce positif pour la nature. Maud, est-ce que Mamadou est là ou je poursuis? Est-ce qu'il souhaite prendre la parole maintenant? On va peut-être finir la présentation et après, je pense qu'on peut lui donner la parole si ça convient à tout le monde. Parfait. Mamadou, la parole est à vous. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Il y a peut-être un problème de micro. Alors écoutez, je poursuis en redonnant la parole à Frank Hawkins pour qu'il fasse la présentation du contexte et de la consultation. Et puis Maud, tu me dis quand Mamadou sera connecté, peut-être après cette présentation. Franck, le micro est à toi. Merci Florence, un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci au comité français de l'UICN pour organiser le webinaire. Je suis Frank Hawkins, je suis un conseiller scientifique et politique au secrétariat de l'UICN et je suis aussi le coordinateur du programme Measuring Nature Positive. J'étais parmi l'équipe qui a développé le document qui sera décrit un peu plus tard. Si on passe au prochain diapo, nous voyons un momentum considérable qui est développé depuis les années passées, surtout les 3 ou 4 années passées, avec l'engagement de l'ensemble de la société pour faire face à cette problème de perte de la biodiversité. Tout le monde le connaît, tout le monde voit les impacts de la perte de la biodiversité.
Mais le problème jusqu'à ce moment, c'est que c'est difficile de voir comment on peut réagir au niveau mondial, au niveau de tous les différentes composantes de la société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? On voit avec cette infographique ici le momentum qui est en train d'être mis en place avec surtout euh, au niveau des aspects climatiques dans les 10 à 20 ans passés. Maintenant, on voit le focus qui est orienté surtout vers la biodiversité avec le SPTN et le review de Dasgupta et maintenant l'accord qui a été fait avec l'ensemble des acteurs gouvernementaux à COP15 à Montréal l'année passée. Non, il y a 2 ans, pardon. Donc, si on passe encore aux prochaines diapos. Cet momentum s'est traduit dans une idée qui s'appelle Nature Positive. C'est une initiative qui combine les efforts de société civile. Vous voyez en bas les logos de tout le monde qui s'inscrit déjà. Et ça combine l'ensemble des organisations, les grandes organisations de la conservation, mais aussi des organisations qui rassemblent le secteur privé, qui essayent d'orienter le secteur privé dans leur contribution au but de conservation de la biodiversité. Et nous sommes en plein milieu de ça. On essaie d'aider cette initiative de définir comment tous ces membres pourraient vraiment contribuer concrètement au but. Et le but, comme vous voyez à partir de cette graphique ici, c'est très ambitieux. Ça veut dire que dans 6 ans, on doit éliminer les pressions sur la biodiversité. Et 20 ans après ça, d'avoir réétabli le statut de la biodiversité mondiale au niveau qu'il était, je ne sais pas exactement quand, mais disons il y a 50 ou 100 ans. Donc ça, c'est un but qui ne pourrait pas être livré sans que l'ensemble des acteurs pourraient contribuer. Prochain diapo. Le cadre politique, c'est évidemment l'accord de Kunming qui a été signé en 2022 à Montréal. La chose importante pour cela, comme vous savez tous, c'est que d'abord, il y a des cibles qui sont quantifiées. Donc, on sait qu'est-ce qu'on doit faire dans l'ensemble pour atteindre cette but, mais aussi ça nous permet de partager les efforts entre nous pour que tout le monde pourrait faire leur contribution. Pour notre part, l'idée c'est que on commence nos efforts d'abord avec le secteur privé. Prochaine diapo. La raison pour cela, c'est que c'est évident que le secteur privé aura un rôle primordial dans l'atteinte de ses objectifs dans le cadre mondial. Parce que c'est l'argent qui fait tout, effectivement. Il faut orienter les flux d'argent pour que l'argent respecte la biodiversité, ce qui n'est pas du tout facile. Mais c'est ça le défi que nous avons. Et ce que nous avons fait comme contribution à ça d'abord, c'est 2 documents et on verra en détail les contenus tout de suite. L'un, c'est le document Nature Positive for Business qui sera présenté par Annie. Et ça, c'est les cadres et les balises générales pour le business pour qu'ils peuvent s'engager dans les pistes de livraison des contributions qui sont décrits en grand détail dans le document Measuring Nature Positive. Donc, l'idée de ce qu'on fait avec l'énergie qui est dépensée pour ces deux documents, c'est on va
créer une résolution qui sera lancée pour le Congrès mondial de la conservation de l'IUCN en 2025, qui aura la tâche d'ancrer l'ensemble de nos contributions dans la crédibilité, dans le poids nécessaire pour que les contributions pourraient être vraiment vérifiées et livrées pour le cadre général. Donc, l'idée, c'est que, comme j'ai dit, c'est un effort de tous les membres de la société, y compris le secteur privé, mais aussi les ONG, les gouvernements, les peuples indigènes, les communautés locaux. Et l'approche demande que c'est compatible avec toutes leurs perspectives. Et c'est ça le rôle de l'IUCN, c'est de construire un processus et des métriques, des mesures qui sont compatibles avec les efforts de tout le monde. Donc, peut-être je vais passer la parole maintenant à Annie qui va nous présenter le premier document qui est là. Merci Franck. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Annie Zakméjean. Je suis chargée de programme dans l'équipe entreprise et investissement au secrétariat de l'IUCN, donc basée en Suisse. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, dans le cadre de ce webinaire sur le concept de positif pour la nature ou nature positive, si on veut rester sur l'équivalent anglais, j'aimerais ici vous partager les quelques réflexions de l'un des groupes de la commission de l'IUCN sur la gestion des écosystèmes. Donc là, j'avais vu une petite question sur ce que ça signifiait CIEM, donc c'est bien ça. Donc c'était un rapport qui se focalise davantage, donc comme l'a dit Franck, sur les grands principes, les lignes directrices et le type d'action favorable justement à cet objectif global de nature positive pour les entreprises. Donc, il a le mérite un peu de débroussailler ce concept qui est un peu complexe par certains égards. On peut passer à la slide suivante. Alors, pour rappel très bref, l'IUCN compte environ 15 000 experts répartis au sein de ces 7 commissions qui produisent de manière totalement volontaire de la connaissance scientifique sur de nombreux sujets et partagent ainsi leur expertise. Donc, dans ce cadre de ce rapport, c'est le groupe sur l'atténuation des impacts et compensation écologique de la Commission sur la gestion des écosystèmes qui l'a réalisé. C'est un groupe qui, traditionnellement et principalement, mène des réflexions sur une meilleure prise en compte et intégration de la séquence éviter, réduire, compenser ou les mesures d'atténuation des impacts au sein, donc, pour les aligner sur les objectifs globaux de conservation de la nature. Et en voyant émerger ce concept de nature positive, il a souhaité justement créer un sous-groupe pour vraiment se pencher sur la signification de ce concept. Donc, il a rassemblé plus de 70 experts issus du monde universitaire, des entreprises, des ONG, des cabinets de conseil. Et ce rapport a été le fruit de 3 ateliers de travail qui ont eu lieu en 2022. Donc, il y a le lien sur le groupe de la commission si vous voulez en avoir un peu plus d'informations. Donc, alors, pourquoi ce groupe de travail sur ce concept alors, avec l'essor de ce terme, nature positive, qui a émergé autour de 2020, comme l'a expliqué Franck, ce groupe avait considéré que ce concept restait encore relativement émergent. La compréhension théorique et pratique n'était pas encore très claire et même pas encore consensuelle. Et à l'inverse, les entreprises, quand il s'agit de se l'approprier, il y a réellement un besoin de clarté, de compréhension, de cohérence sur ce que ça signifie, non seulement en théorie, mais surtout en pratique.
Et ça, c'est donc lié au dernier point, qui est l'importance d'éviter l'écueil de l'éco-blanchiment ou greenwashing en anglais, accentué par le fait qu'il y ait des attentes qui ne sont pas forcément claires. Typiquement, c'est sur des questions de type, est-ce qu'une entreprise peut être elle-même nature positive? Donc, ce groupe tend à penser que les entreprises ne peuvent pas être elles-mêmes nature positive, mais elles contribuent à l'objectif global d'arrêter et inverser la tendance en perte de biodiversité. Pareil, est-ce que les contributions dites positives peuvent faire fi de la gestion des impacts négatifs? Encore une fois, la réponse est non. La séquence éviter, réduire, compenser est bien évidemment au cœur de ce concept et de son application. Donc là, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Florence. Alors, qu'est-ce que ce rapport nous dit? Donc, il identifie notamment 10 principes clés que vous voyez ici en bleu, permettant justement d'atteindre l'objectif nature positif si l'on est une entreprise. Donc, d'abord, une entreprise, alors il est clair qu'elle n'opère pas en silo et il serait pour elle difficile de s'engager à être elle-même nature positive. Et au contraire, elle contribue au sein d'un collectif d'acteurs à des actions holistiques pour la nature, en fixant des objectifs qui sont en lien et contribuent directement à ces objectifs globaux, donc les objectifs du cadre mondial de Kunming-Montréal, mais aussi en accord avec ce principe de limite planétaire. Et ainsi, donc, les entreprises peuvent identifier les parties prenantes autour d'elles, donc les régulateurs, les ONG, les pairs dans leur secteur. Donc ça s'inscrit vraiment dans une collaboration multipartite, non seulement à l'échelle du site, mais aussi au-delà, donc dans leur bassin d'activité, dans leur chaîne d'approvisionnement amont-aval, le secteur, la chaîne de valeur. Donc voilà, le programme est assez vaste. Donc, par ailleurs, la nature étant un système relativement complexe et dynamique, dont les résultats bien souvent dépendent d'une série de facteurs qui peut être local, cumulatif. Il y a vraiment une dimension adaptative et qui est importante, où les entreprises vont pouvoir donc renforcer les actions qui réussissent bien et en adaptant celles qui sont un peu plus inefficaces. Donc, ce concept doit s'attaquer non seulement à la crise de la biodiversité, mais aussi au climat, hein, puisque finalement, ces deux crises ont la même cause. Le tout en s'assurant que les actions contribuant à l'objectif de nature positive doivent être fournies d'une manière qui préserve et renforce les droits et les moyens de subsistance des communautés qui dépendent de la nature, et en particulier celles et ceux qui sont sous-représentés. Donc, c'est par exemple les peuples indigènes, les communautés locales, les femmes, les jeunes, etc., qui sont sous-représentés, par exemple, dans les processus traditionnels de prise de décision. D'où l'aspect vraiment équitable et juste. Et comme donc je l'ai dit ensuite, l'application du concept nature positive s'appuie et complète les mesures d'atténuation ou la séquence éviter, réduire, compenser, et ça c'est assez important. L'application justement de cette hiérarchie d'atténuation est fondamentalement au cœur de la réalisation de ces actions nature positive. Et donc elle est pas effacée, bien au contraire. Le concept nature positive s'inscrit vraiment au-delà de cette hiérarchie qui, elle, est beaucoup plus centrée sur l'évitement, la minimisation des impacts en premier lieu, et elle va s'étendre aux chaînes de valeur, aux chaînes d'approvisionnement et bien au-delà. Donc l'objectif global étant, comme Franck l'avait expliqué sur la courbe, d'atteindre au moins l'absence de perte nette en biodiversité, et pour ensuite atteindre un gain net sur tous les éléments de la nature. Et sur tous ces éléments, c'est réellement important, parce que pour parvenir à justement cette régénération complète d'ici 2050, les entreprises doivent donc tenir en compte de l'ensemble des éléments que constitue la nature, qu'elle soit vivante, non vivante. Donc on a l'air, l'eau, le sol, la biodiversité.
Donc ça peut nécessiter par exemple un certain équilibrage, des compromis entre certains éléments de la nature. Plutôt que de se focaliser vraiment que sur un des éléments, il faudrait vraiment avoir une prise de vue beaucoup plus holistique. Par ailleurs, la dimension transformative est clé ici. Elle nécessite donc cette transformation du mode de fonctionnement de nos économies. Donc, dit autrement, il n'y a pas de place pour le business as usual, ou en tout cas le statu quo, dans la manière dont les entreprises développent leurs activités. Qu'il ne s'agit pas là simplement de réduire les impacts sans questionner certaines pratiques, certains liens dans les activités économiques. Et la conduite de changement au sein des institutions, au sein des systèmes, mais aussi au sein des entreprises elles-mêmes est importante. Et d'où cette question de l'intégration de la nature dans chaque échelle. Pour prendre le cas d'une entreprise, on sait que la gestion des impacts sur la nature était traditionnellement du ressort des départements d'environnement ou RSE. Et là, dans le cadre de cette philosophie presque nature positive, il y a vraiment un véritable changement où la nature devrait être intégrée de la prise de décision conseil d'administration jusque vraiment en bas de l'échelle de l'entreprise. Et enfin, dernier point, il est important de fournir une mesure et une comptabilité claire pour être capable justement de démontrer ces pertes, ces gains en biodiversité et appuyer, justifier les contributions à l'objectif global de la nature de manière transparente. Et donc voilà, ce dernier point, justement, donc Florence l'abordera dans sa présentation, c'est l'objectif de ce travail de Measuring Nature Positive. On peut passer à la slide suivante. Et donc là, c'est deux graphiques où on voit bien justement ce changement de prisme et d'échelle dont je faisais référence. Sur celui de gauche, on raisonne plus seulement à l'échelle d'un projet, d'un site, où on était justement centré sur la gestion des impacts, la gestion des risques, mais on change de prisme et on va aller regarder à l'échelle de l'entreprise directement, à l'échelle de ces chaînes d'approvisionnement amont-aval, ce qui implique en fait d'aller voir par exemple les départements achats, les départements vente des entreprises, les chaînes de valeur, le bassin d'activité, qui soit terrestre ou même marin, dans le cas des activités offshore, par exemple, à l'échelle régionale, nationale et même internationale. Et donc, chaque échelon va avoir son importance et des moyens bien à lui de générer justement ces diverses actions favorables à l'objectif global nature positive. Sur celui de droite, on voit bien que le concept nature positive englobe toute une série de sphères et n'est donc pas limité à la biodiversité. Donc encore une fois, sur les travaux de Measuring Nature Positive, c'est très centré sur la biodiversité, mesurer l'impact sur les espèces et les écosystèmes, mais le concept nature positive est bien plus large. Il illustre vraiment toute cette complexité d'un système qui incorpore donc le sol, l'eau, avec donc l'eau douce, les océans, l'atmosphère avec le climat. Et c'est en cela que les entreprises devraient aussi adapter leur stratégie à des objectifs beaucoup plus holistiques, prenant en compte donc tous ces éléments-là. Si on peut passer à l'autre slide. Alors voilà, très schématiquement, les séries d'actions qui, in fine, permettraient aux entreprises de travailler en faveur de l'objectif global de stopper et inverser la perte en biodiversité. Donc il y a 4 grands principes, l'évaluation, l'engagement, la transformation, le tout en toute transparence où il s'agit de publier pour aussi démontrer et puis influencer les autres acteurs en parallèle. Donc, sur le volet de l'évaluation, donc l'idée, c'est d'être capable d'évaluer les impacts et les dépendances
Donc, c'est sur cet aspect, comme j'ai dit, que l'IUCN, le secrétariat de l'IUCN essaye de travailler, mais aussi les risques et les opportunités. Au niveau de l'engagement, donc les entreprises peuvent s'engager à apporter des contributions à l'objectif global dit de nature positive. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives globales, alors je vais en citer que quelques-unes, mais qui essayent justement de se pencher sur l'ensemble de ces actions qui pourraient ensuite influencer positivement la réduction d'impact et la contribution positive à cet objectif. Donc, il y a le WBCSD, par exemple, le Forum économique mondial qui travaille sur justement produire des guides sur des roadmaps pour les actions à réaliser. Au niveau du site, mais au-delà, qui se produisent sur les impacts et les dépendances sur la nature. Et ces engagements vraiment doivent être pris dans un contexte d'empreinte de la nature à l'échelle globale qui doit tenir en compte aussi les objectifs juridictionnels régionaux. Sur le volet de la transformation, qu'elle applique des processus de changement sociétal à diverses échelles et à différents niveaux de la société. Donc, il y a au niveau individuel le changement de comportement, les objectifs, les valeurs, les motivations des entreprises, mais il y a aussi des changements un peu plus structurels. Et là, ça concerne par exemple le changement de normes, de valeurs de la société, l'importance qu'il y a au niveau de l'innovation aussi pour accélérer cette transformation-là. Et enfin, le tout se structure autour d'une publication transparente pour garantir en fait une responsabilité plus grande des entreprises. Et ça nécessite des exigences de divulgation solide, scientifique, qui s'alignent avec justement ces objectifs, l'objectif mondial pour la nature et puis le cadre de la biodiversité de Kunming-Montréal. Et c'est important, notamment parce que publier, justement, rendre transparent les impacts et les dépendances peuvent être aussi en mesure de réorienter certains flux financiers vers des investissements qui pourraient justement être un peu plus durables. Si on peut passer à la dernière slide. Donc celle-ci, c'est vraiment pour vous présenter le rapport. Donc j'ai sans doute été assez rapide. Donc si vous voulez vous plonger un peu plus sur le rapport, il est disponible sur ce site internet. Alors malheureusement, il est qu'en anglais, mais en tout cas, sachez que les traductions en français et en espagnol sont en cours et seront bientôt disponibles. Et je vais passer la parole à Florence pour la suite de la présentation qui va se focaliser sur la mesure justement de l'approche nature positive. Bonjour à tous, merci Annie. Je suis Florence Curet, je suis coordinatrice de programme à l'UICN en Suisse, donc du même programme qu'Annie, entreprise et investissement. Et effectivement, on a souhaité vous présenter, c'était important qu'Annie vous fasse cette présentation sur les principes auxquels les experts ont réfléchi sur la manière d'appréhender nature positive ou le positif pour la nature, parce que je ne vais pas du tout y revenir maintenant, bien que le document qui est présenté en consultation fasse très largement référence aux principes dont il faut tenir compte quand on parle de nature positive. Donc, je ne vais pas y revenir et je vais me focaliser dans la présentation qui va suivre sur ce que vous trouverez peut-être de plus nouveau, comme dans les propositions qui sont faites dans le document. Et notamment, ce qui est très nouveau, c'est le fait qu'on va essayer de proposer, de mesurer le positif pour la nature, donc cet objectif, et on va notamment définir et mettre en œuvre des objectifs vérifiés et robustes pour les espèces et les écosystèmes. Slide suivante. Oui. Merci. Alors, de quoi s'agit-il dans ce document vous aurez tous les détails pour participer à la consultation à la fin de la présentation, les liens, etc. Donc, la consultation, elle est ouverte évidemment aux membres, elle est aussi ouverte aux entreprises.
Alors, de quoi il s'agit? Là, vous avez en une slide, qu'est-ce qu'on a cherché à faire avec ce document? Alors, proposer aux entreprises une méthodologie pour apporter des contributions nature positive qui soient mesurables. Donc, le document, il propose toute une approche scientifique et aussi des métriques, lesquelles sont spatialement explicites, applicables à toute échelle, mondiale comme locale, et par tous les acteurs, et notamment par les entreprises. Donc, comme vous expliquez, Franck, la nécessité aussi de les avoir, de leur contribution. Le tout pour s'engager, fixer les objectifs, mesurer et suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif mondial pour la nature. Avec un focus sur l'évaluation des contributions d'actions qui réduisent les menaces pesant sur les espèces et qui accélèrent leur risque d'extinction. Et puis, des actions qui conservent et restaurent les écosystèmes pour permettre de rétablir la biodiversité et aussi d'éviter l'effondrement des fameux écosystèmes. Donc, on est vraiment la focale, j'ai envie de dire, de l'approche telle qu'elle est proposée par l'UICN se centre très fortement sur les espèces et les écosystèmes, en considérant que lorsqu'on travaille sur la nature vivante, eh bien, on traite aussi la nature qui n'est pas, qui est abiotique. Et tout au long du document, en fait, le document, il traite à la fois de la méthodologie pour mesurer, pour enregistrer, rendre compte de contributions qui seront vérifiables et quantifiables pour la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité de Kunming, en faisant en sorte que les entreprises, enfin, en ayant réfléchi à proposer quelque chose qui puisse fonctionner assez facilement pour les entreprises, tout en incitant à tous les moments à impliquer toutes les parties prenantes, ce qui doit permettre de développer des contributions qu'on peut qualifier de haute intégrité, donc de très bonne qualité. Voilà, slide suivant. Donc là, vous avez la vision d'ensemble. Slide suivante. Merci. Alors, ce qui se passe avec mesurer nature positive, évidemment, vous le savez bien, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui, pour la biodiversité, d'objectifs mondiaux mesurés comme on l'a pour le climat, où on a les CO2 equivalent, où on a des degrés. Là, il n'y a pas cet accord-là, et je pense que c'était aussi une des raisons pour lesquelles c'était utile de faire ressortir un peu cet objectif qui s'appelle nature positive pour le rendre un peu intelligible, parce que sinon on a une définition qui est relativement longue de l'objectif à atteindre. Et pour l'UICN, en fait, l'enjeu, c'était évidemment de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer des contributions qui répondent au cahier des charges de positives pour la nature à toute échelle, d'une manière qui soit modulable, additive, qu'on puisse comparer, et puis qui donne des éléments de quantification pour les espèces et les écosystèmes qui sont aujourd'hui, dans la plupart des cadres proposés, relativement moins suivis. Il y a aujourd'hui dans les Science-Based Target for Nature, il y a des éléments pour mesurer l'eau. On va avoir des mesures sur d'autres éléments, mais c'est vrai que les espèces et les écosystèmes, on n'est pas aussi bien outillés. Donc, c'était ça un petit peu la question de base. Slide suivante. Alors, l'enjeu, c'est évidemment, pour répondre à tout ça, l'enjeu, c'est d'améliorer, de pouvoir mesurer ce qu'on pourrait appeler l'état de la nature vivante, pour simplifier. Alors, pour améliorer l'état de la nature vivante, je pense que moi, je suis originaire du business, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce call qui sont plus experts que moi sur la manière de restaurer la nature. Mais pour améliorer son état, il y a deux leviers sur lesquels il faut travailler. À la fois, il faut réduire les menaces qu'on impose à cette nature, et puis, compte tenu des importants dégâts qui ont déjà été occasionnés à la nature, il y a évidemment un gros enjeu aussi aujourd'hui de restauration. Alors, en anglais, réduction des menaces, Threat Abatement, TA, restauration R, donc TAR, des initiales qu'on retrouve dans notre fameuse métrique STAR, pour laquelle il y a eu déjà... Alors, je ne vais pas revenir en détail sur STAR très clairement, puisqu'il y a eu il y a eu un webinaire très bien fait il y a quelques temps, auquel je pense Florence pourra vous redonner les références tout à l'heure. Mais sachez que donc, ce que propose l'UICN dans la méthode, dans le paper, donc pour mesurer le positif pour la nature, c'est donc d'utiliser deux types de métriques pour la mesure.
l'une qui s'appelle STAR, donc pour la réduction des menaces et la restauration des espèces, en quelque sorte, qui est basée sur la liste rouge de l'UICN des espèces menacées, qui va permettre d'évaluer le risque d'extinction des espèces dans certaines zones, notamment en se focalisant sur les espèces qui sont les plus menacées. Et le document évoque aussi à terme, parce que aujourd'hui cet indicateur n'est pas disponible, évoque à terme l'idée de développer un indicateur équivalent pour les écosystèmes, donc on pourrait qualifier de ETAR pour l'instant, lequel permettrait de la même manière d'évaluer le risque d'effondrement des écosystèmes en considérant leur étendue et leur état. Maintenant, je voudrais revenir 2 minutes sur STAR parce qu'au-delà d'identifier le risque d'extinction des espèces, STAR, il est aussi très intéressant parce que dans la liste rouge des espèces, vous savez sans doute qu'on a également la notion des menaces qui s'exercent sur les espèces. Et donc, dans le calcul de STAR, on arrive aussi à pondérer les menaces les plus importantes qui s'appliquent aux espèces. Ce qui fait que, en plus de pouvoir identifier les zones géographiques où il y a le plus de menaces et le plus fort risque d'extinction, on est aussi capable d'identifier les principales menaces contribuant au risque d'extinction des espèces, ce qui permet d'éclairer les priorités d'action et d'orienter la prise de décision sur OK, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Et également, STAR va permettre, une fois qu'on a identifié les priorités d'action, d'évaluer un gain de conservation potentiel qui pourrait être réalisé si on agit sur les actions. Alors, le graphique sur l'image que vous voyez actuellement, qui est en anglais, hein, qui sort c'est une infographie de l'UICN. Il y a un exemple de pays, je suis désolée, il n'était qu'en anglais. Donc, on a dû identifier sur cet exemple fictif qu'il y avait à la fois des enjeux pour maintenir la biodiversité liés à des problématiques agricoles, liés à des destructions autour de sites miniers, et également le fait qu'il y avait sans doute un parc national conservant les espèces, mais qu'il y avait peut-être une opportunité, chose que STAR permet aussi d'identifier, de renforcer les actions. Donc là, il y a une quantification sur cet exemple qui permet de dire que si on fait une transition vers des pratiques agricoles durables, qu'on travaille à restaurer les habitats autour des sites miniers et qu'on fait certains types d'efforts dans la gestion du parc national, eh bien, on pourrait réduire le risque d'extinction des espèces d'un certain pourcentage contribuant au risque d'extinction mondiale. C'est un petit peu comme ça que fonctionne STAR. Slide suivante. Merci. Alors, sur la gauche de cette slide, c'est un petit peu copié en termes de texte. Je voulais juste rappeler que STAR est aujourd'hui la seule mesure robuste du risque d'extinction des espèces, et c'est d'ailleurs déjà un indicateur complémentaire pour les cibles 4 et 5 du cadre de Kunming-Montréal. La liste qui figure vous récapitule les qualités de STAR, c'est-à-dire que en fait, c'est extrêmement modulable et additionnable, donc c'est ça, c'est la grande force, c'est au final sa simplicité malgré la complexité du type d'information qu'elle vous délivre. Ce qui est intéressant, c'est plutôt sur la partie de droite de cette slide, c'est que vous ayez bien en tête à peu près les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà, j'ai laissé volontairement les terminologies en anglais, parce que comme le document que vous allez revoir est en anglais, autant avoir les bons repères. Donc, on a aujourd'hui un STAR Estimated STAR, qui est fondé donc entièrement sur les données de la liste rouge mondiale des espèces, d'accord, qui est disponible aussi dans l'outil IBAT pour les entreprises et qui permet donc d'évaluer les risques et opportunités de manière assez macro. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça permet aux entreprises d'identifier dès maintenant où sont les zones où il y a des forts risques d'extinction. En revanche, pour le travail de précision sur le type de menaces sur lesquelles il faut travailler, on ne peut pas utiliser complètement ce STAR estimé,
parce que les menaces telles qu'elles ressortent sont celles de la liste rouge globale. Donc, c'est un agrégat de tout ce qui se passe au niveau mondial pour une espèce donnée. C'est la raison pour laquelle le document de l'UICN sur la mesure de nature positive propose en détail des méthodes pour calculer un star calibré, calibrated star, et un star réalisé, lesquels vont être, eux, axés sur le territoire très précis sur lequel une entreprise donnée va vouloir travailler, ou sur la chaîne de valeur sur laquelle une entreprise voudra travailler. Donc, star calibré, c'est un star qui est calculé avec les données du terrain, donc qui va permettre très précisément de définir la base de référence sur laquelle les entreprises pourront définir leur action, leurs objectifs et planifier l'action. Et par la suite, il y a un star réalisé qui permet de prendre en compte la réduction mesurable des menaces. Donc tout ça, c'est décrit, c'est réellement la nouveauté du document. Suivant. Slide suivante. Alors, l'autre point important que propose le document en détail, c'est que, évidemment, la démarche, elle doit s'adapter aussi à différentes catégories d'entreprises parce que toutes n'ont pas le même accès aux informations en lien à la biodiversité. Et typiquement, alors le terme catégorie est traduit directement de l'anglais, c'est pas très élégant en français, hein, mais bon, je l'ai conservé parce que vous verrez le terme catégorie en anglais. On définit un peu 3 groupes. Il y a un groupe A d'entreprises dont les activités affectent directement l'utilisation des terres et la biodiversité. Donc, celles-ci, c'est celles qui sont les infrastructures, évidemment, tout ce qui est agricole, les promoteurs d'énergie renouvelable, l'industrie forestière, les industries extractives, etc. Donc, celles-ci, on le sait, elles sont directement au niveau de l'utilisation des terres et elles ont l'avantage aussi d'avoir accès directement à l'information. Il y a après une catégorie importante, un nombre important d'entreprises dans un groupe B qui sont celles qui n'ont pas accès directement à l'information parce qu'elles ne sont pas directement sur le terrain et qui doivent, elles, si elles veulent avoir une influence et des résultats de nature positive, elles doivent travailler avec leur chaîne de valeur. Ce sont les transformateurs, les négociants, les fabricants, les détaillants. Donc, pour tout ce groupe-là, l'approche, évidemment, est un petit peu différente puisqu'ils ne vont pas forcément avoir accès à toutes les informations en direct de la même manière. Et pour ça, le document propose également une approche qui est un peu différente pour tenir compte de ce facteur-là. Et enfin, il y a une dernière catégorie d'entreprises qui sont celles qui sont plutôt les financières, donc elles qui vont influencer les catégories A et B à travers leur portefeuille. Donc, en essayant pour promouvoir, elles ne peuvent que jouer par la gestion du portefeuille. Et pour ce groupe-là également, le document propose une approche. Donc, vous voyez, c'est quand même assez contrasté. On peut aller à la slide suivante. Merci. Donc, il y a un autre point qui quand même ressort à travers le document, c'est que, et qui a déjà été introduit par Annie, d'ailleurs, quand elle vous expliquait la nécessité de travailler à une autre échelle, c'est que bien évidemment, on travaillait auparavant avec la notion de bien-être de biodiversité, et c'est très bien, c'est une excellente base de travail avec cette séquence éviter, réduire, compenser, applicable au site opérationnel des entreprises. Mais c'est vrai que là, vous l'avez compris, à partir du moment où on parle d'entreprise A, B, C, de travailler au-delà de la zone naturelle d'impact, on voit bien le concept est beaucoup plus large et qu'on va au-delà des sites opérationnels. Alors, je voulais tout de même par cette slide rappeler que quoi qu'il en soit, le document de l'UICN est très clair sur le fait qu'il faut à tout prix rechercher des contributions de haute intégrité, high integrity, pardon, la traduction française n'est pas très élégante, mais je reste encore une fois le plus proche de l'anglais pour faciliter la connexion. La haute intégrité des contributions, ça veut dire qu'à l'échelle locale, on s'assure non seulement d'avoir des gains de biodiversité,
mais qui soit visiblement obtenu, maintenu, approprié au niveau local et socialement équitable. Donc, c'est important d'avoir toute cette chaîne et que ça soit donc durable dans le temps. Également, importance d'avoir à l'échelle du système un effet global combiné des actions individuelles d'une ou des entreprises qui contribuent de manière tangible et proportionnelle aux objectifs de la société. Donc, il y a les deux dimensions. Et puis, il est rappelé à plusieurs endroits dans le document, mais je voulais aussi le refaire au cas où vous poseriez la question qu'on parle trop de nature, qu'on oublie l'humain. C'est évidemment pas du tout le cas, hein. Annie l'avait déjà dit, je le répète, les contributions positives pour la nature doivent respecter et protéger les droits de l'homme, doivent fournir des processus et des structures de gouvernance équitables pour obtenir ces résultats et doivent permettre d'obtenir des résultats socialement équitables. Donc, le document du secrétariat du lycée qui est mis en consultation est aligné avec les principes identifiés dans le rapport du groupe de travail que vous a présenté Annie précédemment. Slide suivante, j'en arrive vers... j'ai presque terminé. Donc, au total, le document couvre tout ce qui va permettre aux entreprises de rendre compte de leurs progrès et de les publier de manière plus ou moins détaillée, vous le verrez hein, quand vous le lirez, c'est-à-dire qu'il y a certains aspects évidemment sur lesquels il faudra revenir et préciser comment on s'y prend. Il y a par exemple cette notion d'enregistrer l'engagement que souhaite prendre une entreprise à contribuer au cadre mondial de la biodiversité de manière publique. Alors aujourd'hui, enregistrer comment, plateforme, quelle plateforme, comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que le document considère qu'il faut nous on propose réellement d'avoir une plateforme puisqu'à un moment donné, si on veut avoir la transparence requise, et si on veut derrière aussi pouvoir justifier, et on en arrivera au point 7 d'ailleurs qui figure à la fin, certains mécanismes financiers qui se fondent sur la biodiversité, c'est quand même important d'avoir pu enregistrer et rendre public les engagements et les progrès. Donc évidemment, après le reste de la mécanique, vous l'avez compris, une fois qu'on s'est enregistré, l'idée derrière, ça va être d'abord d'identifier ces risques d'impact sur les espèces et les écosystèmes et toutes les possibilités d'intervention. Donc le classique évaluation de risque d'impact et d'opportunité qu'on peut faire avec un estimated star. Ensuite, estimer un état de référence et un scénario pour les espèces et les écosystèmes, sachant qu'aujourd'hui, le document est beaucoup plus complet sur le volet espèces qu'écosystème. Hein. Écosystème, vous l'avez compris, on n'est qu'au début du raisonnement. Ensuite, définir les objectifs SMART pour les actions visant à améliorer les impacts positifs. Donc ça, vous l'avez compris, on le fait une fois qu'on a son STAR calibré. On identifie les menaces prioritaires auxquelles s'adresser et on doit définir les objectifs SMART qui seront associés à ces menaces. Puis, vient le moment d'identifier et mettre en œuvre ces actions. Et enfin, contrôler, vérifier, évaluer, communiquer les résultats une fois qu'on y est, donc avec un STAR réalisé, qui présente l'avantage, donc si on respecte cette méthode, c'est de pouvoir se comparer clairement à un objectif mondial si un jour il est défini avec la métrique STAR. Enfin, en tout cas, nous, au niveau de l'UICN, on est capable d'en calculer un, ce qui est quand même déjà aussi ce qui est une contribution importante, et de pouvoir comparer et agréger les contributions qui seront faites par une entreprise ou un groupe avec un autre groupe. Et notamment à l'échelle d'un paysage, d'un pays ou d'un secteur, eh bien, ça donne une information tout à fait intéressante de la contribution des uns et des autres. Et enfin, une fois qu'on a documenté ces éléments et qu'on les a rendus publics, cela donne un moyen de mesurer les résultats pour documenter, justement, appuyer différents mécanismes financiers, puisque si on a des mécanismes financiers qui s'appuient sur la nature, il est indispensable d'avoir quelque chose de tangible, vérifiable et robuste pour justifier. Tous ces éléments-là, toute cette démarche est assez alignée, et même complètement alignée avec, et peut documenter, alors soit contribuer à assurer le rapportage qui est tel qu'il est préconisé aujourd'hui par TNFD ou par Science Based Target, il n'y a pas d'incohérence. Les informations aussi qui seraient produites pourraient être utiles à différents types de calculs aujourd'hui,
ou travaux faits par Capitals Coalition ou Finance for Biodiversity. Donc, en fait, il y a tout un système très cohérent qui est en train de se mettre en place et dans lequel la proposition de l'UICN vient s'intégrer. Dernière slide, avant-dernière. Merci. Alors, en fait, vous imaginez bien que là, ça a l'air simple, on va faire un engagement, etc. On va mesurer. Alors, oui et non. Le rapport est assez transparent et je pense que c'est un de ses grands mérites, c'est qu'il fait bien ressortir un certain nombre de défis dans la mise en œuvre de cette méthode. Parce que ce n'est pas une fois qu'on essaie de le penser en termes de terrain, on se rend compte qu'il va y avoir pas mal de questions qui vont se poser, et le rapport pose ces questions de manière assez transparente et en considérant que en expliquant assez clairement qu'il faudra pour la plupart de ces questions avoir un vrai dialogue et une vraie discussion à la fois au sein de l'UICN et avec tous les acteurs. Alors, notamment sur la question des impacts historiques. Il y a quand même une vraie question qui va se poser, qui est de savoir comment répartir équitablement les impacts historiques et actuels entre les acteurs et les secteurs. Puisque les contributions nature positive, à un moment donné, devront aussi, si on veut vraiment devenir nature positive, eh bien, il faudra traiter les impacts qui auront été créés à l'échelle de la société et pas nécessairement créés par les entreprises elles-mêmes ou les entités qui, à un moment donné, prennent les engagements. Donc, comment on répartit ça, l'historique des impacts? Au niveau des chaînes d'approvisionnement, il y a également plusieurs questions. Par exemple, comment faire des estimations de qualité lorsqu'on n'a pas les données au niveau du site? Il faut quand même proposer des choses, parce que on ne peut plus attendre en fait, d'avoir la perfection, on est obligé de travailler avec des estimations. Donc, comment faire? Il y a la question du comment répartir les responsabilités au sein des chaînes de valeur, qui n'est jamais simple. Et puis, également, lorsqu'on est dans une chaîne d'approvisionnement avec des petits exploitants, c'est beaucoup le cas dans les filières agricoles, comment adapter l'approche? Donc, pour tout ça, il y a des propositions qui sont faites dans le document, dans lequel on n'a pas le temps de rentrer aujourd'hui, mais il y a des propositions, parfois également des questions qui restent, et pour laquelle, évidemment, les contributions et les échanges sont nécessaires. Et puis, il y a un dernier volet qui soulève également des questions et pour lesquelles on n'est pas, en tous les cas, nous, au niveau de l'UICN, dans le document, vous verrez, il n'y a pas entièrement les réponses. Alors, comment reconnaître les bonnes pratiques de gestion dans la définition des objectifs? Là, il y a une proposition dans le document. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les entreprises font déjà les choses bien, comment s'assurer qu'elles ne se retrouvent pas à compenser plus d'impact historique encore, alors qu'elles ont déjà fait bien le travail. Enfin, il y a une notion un peu d'équité dans cette question-là. Il y a également l'autre question de se dire comment s'assurer que les entreprises ne s'attribuent pas le mérite d'action d'autres entreprises, ce qui évidemment devient embêtant à partir du moment où on pourrait attacher à des résultats positifs pour la nature, éventuellement des certificats ou des crédits de biodiversité. Là, je ne veux pas de polémique, simplement, ayons en tête cette contrepartie. Et puis également, pour s'assurer de tout ça, quelle vérification doit être mise en place? Et aujourd'hui, là, il y a une réflexion qui devra être mise en place sur le type de vérification, assurance, certification, contrôle, audit, qu'il faudra envisager. Voilà, donc vous voyez, c'est assez riche et c'est la raison pour laquelle, dernière slide, nous vous invitons à lire ce document, consulter ce document, y apporter. Alors, la consultation qui était ouverte jusqu'au 18 février a été étendue jusqu'au 15 mars. J'ai vérifié, c'est officiel maintenant sur le site de l'UICN. Vous avez un résumé exécutif en français qui est disponible, mais le rapport, lui, est en anglais. Et voilà. Et il y a un lien vers le questionnaire. Je pense que Florence Clapp, puisque nous sommes deux Florence dans ce webinaire, va vous redonner les détails. Et donc, vous l'avez compris, Franck vous l'a dit, ça viendra
Deuxième version du document intégrant les retours et les réflexions sera produite d'ici le 3e trimestre, je dirais. Et avec quand même une vision derrière d'apporter au moment du congrès une résolution, une réflexion très complète, un débat nourri autour de cette notion de mesure du positif pour la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup Florence, merci beaucoup Annie et merci beaucoup Franck pour vos présentations. De mon côté, j'ai trouvé ça très clair. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, les participants. Je crois que vous êtes une centaine à nous avoir rejoints. Alors peut-être avant de vous laisser la parole, j'ai noté un certain nombre de questions dans le chat, donc peut-être auxquelles Franck, Florence et Annie, vous pourriez répondre. Donc peut-être une première question un peu pour reposer le cadre, qui serait peut-être de réexpliquer un peu l'articulation entre les aspects réglementaires, notamment autour de la séquence éviter, réduire, compenser, donc que ce soit au niveau français ou au niveau européen, et l'approche nature positive. Donc quelle est l'articulation? Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez réexpliquer vraiment quelle est la plus-value ou quel est le plus de l'approche nature positive? Bah, je vous invite, Florence, Franck ou Annie, à ouvrir votre micro voilà, et à prendre la parole pour répondre à cette première question. J'en ai d'autres après. Oui. Oui, pardon. La motivation pour la mise en place de notre approche de Measuring Nature Positive, c'est de permettre des contributions qui pourraient être reconnues au niveau de l'accord Kunming-Montréal. Et pour cela, il faut qu'on ait un moyen de cadrer les actions qui peuvent se faire au niveau site avec le cadre global. Ce qui veut dire que quand on fait des actions sur le site dans le cadre d'un projet net zero ou net positive, un site, ce sont des métriques qui sont utilisées au niveau local. Donc, ce que nous avons essayé de faire ici, c'est de traduire ces efforts. C'est souvent le cas, on voit ça actuellement avec nos efforts de piloter notre approche avec des compagnies, qu'une grande partie du travail qui soit nécessaire pour démontrer que les actions font une contribution au cadre global sont déjà faits, mais il faut les traduire dans les valeurs du metric star pour que ça pourrait être une contribution mesurable au but global. Très bien. Merci, Franck, pour cette première réponse. Alors, j'ai une autre question. Enfin, je fais un résumé d'un certain nombre de questions dans le chat autour de l'évaluation, du greenwashing. Enfin, comment est-ce que, parce qu'on a compris, donc a priori, c'était plutôt des actions qui pouvaient être considérées comme nature positive, ou bien des périmètres ou des territoires, mais pas forcément une entreprise. Donc ça, c'est peut-être quelque chose encore à reclarifier, vraiment pour expliquer que c'est bien effectivement un territoire qui va être dans l'approche nature positive et qu'une entreprise, elle peut contribuer. Mais voilà, ensuite, à quel niveau ou sur quel niveau de son périmètre elle pourrait être considérée comme nature positive ou si vraiment on considère que ce sont uniquement des actions. Et du coup, comment est-ce que on évalue un juste niveau de contribution en garantissant que l'entreprise ou que le territoire n'est pas dans du greenwashing? Oui, ce sont des très bonnes questions. D'abord, il faut clarifier le fait que si on partage dans l'ensemble du monde toutes les opportunités qui sont là de contribuer au cadre Kunming-Montréal, c'est évident que ça se partage à partir d'une sorte d'analyse géographique.
Et dans un tel superficie, un tel site, c'est sûr que souvent, il y aura plusieurs acteurs qui pourraient contribuer aux livraisons de ces impacts. Donc, c'est au moins d'abord nécessaire qu'on identifie les contributions qui pourraient être faites à un niveau spatial. Donc, une compagnie pourrait être capable de livrer l'ensemble de cela si c'est une compagnie, comme il était décrit déjà avec la présentation de Florence, une compagnie de catégorie A qui a l'autorité et le mandat d'agir à un site individuellement. Mais dans la grande majorité des cas, c'est une action qui devrait être faite en collaboration avec des autres. Par exemple, si on achète un certain pourcentage d'une commodité qui soit produite dans un site, l'impact de changement du système de production de cette commodité au niveau d'un site doit être fait en collaboration avec toutes les autres compagnies qui l'achètent. Donc, à ce moment, nous n'avons pas un cadre de comptabilité qui nous permet de dire si une compagnie eux-mêmes soit nature positive, parce que dans ce cas-là, il faut analyser tous les différents impacts qu'une compagnie pourrait avoir sur la nature pour qu'on puisse faire la comptabilité et faire un calcul pour que on ajoute tous les aspects positifs et on soustrait les aspects négatifs afin d'avoir une contribution nette. Et pour l'instant, cette cadre de comptabilité n'existe pas. Peut-être on va y arriver, mais ça va demander beaucoup plus de travail. Très bien. J'avais une question aussi, peut-être en lien là, avec les différentes catégories d'entreprises. Donc, on mettait dans le chat effectivement les fermes agricoles ou des grosses fermes agricoles qui sont considérées comme aujourd'hui comme des industries, industries de l'agroalimentaire, on va dire. Elles sont considérées plutôt dans la catégorie A, j'imagine. Et elles ont tout à fait un rôle important à jouer. Oui, normalement, mais une compagnie pourrait jouer le rôle d'une compagnie catégorie A ou bien catégorie B. Ça dépend comment ils ont le moyen d'intervenir sur le terrain. Donc, si vous avez, par exemple, une compagnie qui possède des droits sur un lot, un site, et qui pourrait exclure toute autre action d'un autre acteur, ça c'est le cœur de catégorie A. Tant mieux, ils peuvent agir comme ils veulent, ils ont le droit et le mandat de faire tout ce qu'ils peuvent pour améliorer les conditions de ce site. Mais c'est aussi le cas, comme je viens de parler, de dire avant, qu'une compagnie pourrait avoir une influence sur la gestion d'un site sans avoir ça en tant qu'atout. Ce n'est pas leur propriété, mais ça pourrait être un site où ils ont un accord avec un producteur qui pourrait être orienté pour que le producteur pourrait gérer le site d'une façon améliorée. Par exemple, si l'accord qui soit fait entre le producteur et l'acheteur pourrait reconnaître l'amélioration de la gestion, ça pourrait attirer une prix augmenté pour le produit qui est généré par la suite. Donc, ce n'est pas des catégories ne sont pas exclusifs. On pourrait avoir une sorte de spectrum des intérêts d'une compagnie qui varie entre le cas extrême de catégorie A et le cas extrême de catégorie B, où une compagnie agroalimentaire pourrait acheter pour une composante limitée d'un produit une commodité qui est achetée de très loin et qui n'est pas, ou sur laquelle ils n'ont pas beaucoup d'influence sur le moyen de production. Très bien, merci Franck. Alors, j'ai bien vu quelques mains levées. J'ai encore deux grandes catégories de questions. Des questions un peu techniques. Alors, peut-être ne réponds pas à tout dans le détail parce qu'on pourra faire des réponses écrites. Mais dans les questions un peu techniques, il y a de savoir comment est-ce que les ressources abiotiques sont incluses, puisque vous avez donc expliqué que ce n'était pas uniquement la biodiversité, mais aussi la nature, voilà, la nature au sens large. Donc, comment est-ce que c'est intégré?
Il y a des questions sur les points de référence, les points de base qui sont importants justement pour pouvoir ensuite mesurer. Et une autre question technique sur le calcul de hectares. Voilà, donc là c'est plutôt technique. Je sais pas, peut-être qu'on peut ensuite y répondre par écrit. Éventuellement le planning de développement. Et moi je rajouterais simplement sur les questions, sur la question de la métrique STAR, qu'on a effectivement donc réalisé un webinaire donc avec la participation de Franck et d'Antonin Vergès également, qui est présent, je crois, aujourd'hui, il y a quelques semaines, l'année dernière. Et donc, il est toujours à votre disposition si vous avez voilà, besoin de connaissances sur l'outil. Donc, voilà, peut-être en quelques mots sur ces petites questions techniques. Et puis après, encore une dernière question et je passerai la parole aux participants. Peut-être question sur les aspects abiotiques. En fait, les aspects comme la provision de l'eau et la qualité de l'atmosphère, ce sont des choses qui sont très importantes pour les compagnies, de faire des cibles, de suivre la livraison des activités. Mais ce n'est pas un domaine dans lequel UCN aura quelque chose de technique à dire. UCN, c'est vraiment sur la biodiversité. Donc, ce que nous avons fait avec notre approche, c'est d'utiliser les outils que nous avons déjà, qui pourraient être mis à la disposition des compagnies sur la nature vivante, donc les espèces et les écosystèmes d'abord. Ceci pourrait être rajouté avec des approches qui permet les entreprises de faire des cibles sur l'eau. Et évidemment, il y en a déjà pour les contributions à la réduction des gaz de l'effet de serre dans l'atmosphère aussi. Mais ce que nous avons noté, c'est qu'il y a une forte demande de la part des entreprises pour des moyens de cibler les composantes de la biodiversité, en plus de ce que quelqu'un peut faire pour les aspects abiotiques. C'est ça pourquoi on a répondu avec notre approche comme il est décrit ici. Très bien. Est-ce que tu veux donner vraiment en quelques mots très simples la méthode peut-être de calcul autour de hectares, donc le STAR, mais versus écosystème, et peut-être un peu un planning de développement de l'outil? Donc, c'est sûr que tout le monde nous dit que c'est très difficile de mesurer l'état de la biodiversité et comment on pourrait avoir un impact là-dessus avec nos actions. C'est ça vraiment quelque chose que nous avons considéré à fond pendant le développement du STAR. Et ce que nous avons fait, c'est d'élaborer avec STAR une métrique qui permet de mesurer le changement dans l'intensité et les impacts des pressions d'abord. Et l'avantage de ça, c'est que les pressions pourraient être changées rapidement. On pourrait, par exemple, investir dans la réduction de la déforestation et on pourrait imaginer d'avoir des impacts d'ici quelques mois, même moins. Si on voulait mesurer les impacts sur les espèces, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande beaucoup de ressources souvent. Donc, notre approche, c'est de dire d'abord, nous savons déjà le lien entre l'état des espèces et les pressions, parce que ça, c'est déjà compris dans la liste rouge. Ce que nous avons d'abord, donc, c'est un moyen de faire un baseline sur l'intensité des pressions. Et le STAR mesure la réduction dans ces pressions. Et c'est ça comment on calcule les unités. Les unités de livraison de résultats sont calculées à partir de réduction de l'intensité des pressions. Par exemple, si on investit dans la réduction de déforestation, ça pourrait dire que au baseline, au point de départ, le taux de déforestation, c'était à 5% de la superficie forestière qui disparaissent par an. Le cible pourrait être de réduire ça à 0,5% après 5 ans. Et ça, c'est une cible qui est très, très mesurable, qui est
pour laquelle on peut imaginer des efforts qui pourraient être planifiés et puis mis en œuvre. Et ça c'est quelque chose qui pourrait être mesuré à partir des données spatiales venant des satellites. Donc, c'est assez facile aussi de faire le suivi. Nous savons déjà, à partir du liste rouge, quel sera l'impact de cela sur les espèces qui se trouvent dans la forêt. Donc, ça, c'est la partie, disons, scientifique qui est déjà compris dans le métrique STAR. Merci beaucoup, Franck. Alors, je voulais passer la parole peut-être à Patrick Blandin, parce que j'ai vu qu'il y avait une question en particulier sur les valeurs et sur l'approche éthique. Donc, Patrick, qui est un des présidents d'honneur du comité français de l'UICN. Je vous laisse la parole. Merci Florence. Bonjour à tous. Oui, je suis président d'honneur du comité français. Je voudrais dire aussi, pour vous me situer, ancien professeur d'écologie au Muséum national d'histoire naturelle. Je suis membre associé de l'Ethics Specialist Group, donc de l'UICN, et co-animateur du groupe de travail du comité français Éthique en action. Et notre groupe, justement, travaille sur le dossier positif pour la nature pour aider à la contribution du comité français. Donc, je voudrais faire quelques réflexions. Bon, je me suis permis de poser la question, mais je ne demande pas une réponse comme ça. Qu'entend-on par valeur de la nature? C'est évidemment très, très complexe. Moi, ce qui me frappe, et je voudrais vraiment vous remercier pour ce webinaire, c'est que en fait, si on pousse un peu la réflexion, il y a des éléments dans tout ce que vous nous avez dit. Il y a la trajectoire actuelle négative que connaît notre planète et sa diversité biologique. C'est la conséquence du modèle économique actuel sous lequel nous vivons. Donc, in fine, il faudrait le mettre en cause radicalement, ce qui pose des problèmes de gouvernance et ce qui appelle au fond à retrouver s'appuyer sur des valeurs éthiques qui seraient vraiment fortes pour redonner un horizon positif et un petit peu enthousiasmant. Donc, je pense que la réflexion que vous menez pour ce positif sur la nature, ce serait intéressant de mobiliser l'Ethics Specialist Group de l'UICN pour qu'il apporte une contribution à la réflexion générale, parce que, j'y viendrai dans quelques secondes, ce sera utile aussi, je pense, pour les entreprises. Un point qui m'a frappé, c'est la question, elle se combine état de référence et historique des impacts. Finalement, à quoi se référer dans le passé pour que l'on sache vers quoi on veut aller? Et là, le passé, vous avez dit pourquoi pas il y avait 50 ans, pourquoi pas il y avait 100 ans, pourquoi pas avant que les humains ne se déploient. Je caricature, mais si on se tourne vers le passé, il nous informe, mais il ne nous donne pas forcément un horizon. On n'a pas à revenir au passé, mais on a inventé un avenir positif. Et moi, j'aime bien l'expression de biodiversité désirée, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut, informé par le passé, dans la mesure du possible, pour le futur. Et ça, à l'échelle globale comme à l'échelle locale. Et dernier point, j'essaye d'aller vite, l'adhésion des entreprises, et vous avez parlé d'éviter le greenwashing, on est dans notre groupe de travail, là, on est très sensible à cette question, elle n'est pas simple du tout. Pourquoi pas, justement, si on donne un cadre éthique à toute cette démarche, pourquoi pas leur proposer d'adhérer et d'inscrire leur action dans une charte éthique, c'est-à-dire pas seulement avoir les aspects techniques dont vous avez parlé qui les aident à aller de l'avant, mais que cette marche en avant, elle s'appuie sur un partage de valeurs. Et ça, ce serait important parce que pour aller vers l'avenir, ce qu'il faut, c'est se dire on veut améliorer les choses, on veut mieux vivre, on veut mieux être ensemble. Ce n'est pas seulement du bien-être, c'est du mieux-être pour les autres vivants comme pour les humains. Donc, comment développer ça? Comment faire effectivement que les entreprises y participent? Et ça, vous l'avez très bien souligné, en collaboration, en interaction avec les autres acteurs. C'est ce que nous, dans notre réflexion éthique que nous avons développée dans le manifeste éthique du comité français, c'est l'idée d'interagir autrement avec les autres pour habiter autrement.
les espaces dans lesquels nous agissons, et ceci avec un autre regard sur les autres vivants que l'on souhaite respecter. Donc voilà un peu, je pense que au-delà de la mécanique technique qui me paraît très difficile, moi en tant qu'écologiste, et j'admire tous les efforts que vous faites pour arriver à du mesurable, hein, parce que la biodiversité, c'est un bien joli mot, mais vous savez mieux que moi toute la complexité de ce concept. Donc, qu'est-ce que l'on peut vraiment mesurer? Et pour arriver non seulement à mesurer, mais aller de l'avant, partageons des valeurs. Voilà mon message. Merci beaucoup, Patrick, pour votre proposition et contribution. Donc, nous, on entend bien et donc on aura l'occasion d'y retravailler dans les prochains jours. J'allais dire semaines, mais il va falloir quand même que ce soit assez rapide puisque la consultation se termine au mois de mars. Est-ce que l'un de vous veut ajouter quelque chose ou est-ce que je passe à la question suivante? J'aimerais encore peut-être prendre deux questions avant de conclure. Peut-être une réponse très rapide à ça. Merci beaucoup pour le commentaire, c'est très valide. Deux peut-être points à noter. D'abord, ce que nous avons fait, c'est de commencer notre approche avec une cadre vraiment étendue dans le domaine de l'éthique. Dans le document, vous voyez qu'on a essayé de s'assurer que les résultats qu'on aura respectent bien les intérêts de tous les participants. Et j'espère bien, si vous avez le moyen de faire une évaluation de ce que nous avons proposé dans le document, ça sera vraiment le bienvenu pour que vous pouvez faire vos commentaires là-dessus. Deuxième chose, je pense que nous faisons des choses un pas à la fois. Le plus grand raison pourquoi on perd la biodiversité, c'est que le flux d'argent dans le système économique est totalement inconscient de leurs impacts sur la biodiversité. Donc, on a essayé de commencer de trouver un moyen dans lequel on peut lier les flux d'argent avec les impacts sur la biodiversité. Et c'est sûr que ce n'est pas complet. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui intègre toutes les différentes façons dans lesquelles l'argent aura un impact sur la biodiversité. Mais c'est le premier pas là-dessus. Et j'aimerais bien avoir vos avis, vos conseils concernant comment nous pouvons améliorer l'impact pour que les acteurs pourraient être étendus et élargis et l'impact de ce que nous voulons faire pourrait avoir l'envergure qu'on a besoin pour résoudre ce problème. Mais merci, Franck. Pour rebondir, justement, il y avait une question dans le chat autour de l'application ou de rendre en fait opérationnelle cette approche, notamment dans les pays du Sud. Donc, c'était plutôt un conseil qui nous était demandé pour Oui. voir comment est-ce que les entreprises dans les pays du Sud peuvent s'engager dans cette approche-là, sachant qu'il y avait des certaines réticences autour des contraintes déjà ERC et de la politique RSE. Oui. Nous sommes en train de développer des outils qui seront mis en ligne. Pour l'instant, c'est disponible au niveau de IBAT qui permet aux entreprises éventuellement de faire tous les calculs nécessaires pour confirmer leur contribution dans une façon semi-automatisée. Donc, un de nos buts, c'est d'avoir un système qui est le plus efficace et le plus simple possible pour que tout le monde pourrait faire les contributions à leur niveau. Et cette composante de notre clientèle, disons, c'est là où on voulait avoir le maximum de l'aide possible parce qu'on reconnaît que ce n'est pas simple pour eux de s'engager dans la façon dans laquelle une compagnie basée en France pourrait le faire, par exemple. Ouais. Merci beaucoup, Franck. Alors, une dernière question de Kathleen Sibel, me semble, si vous voulez être brève pour qu'ensuite on passe à la conclusion. Oui, bonjour et merci. Donc, pour le cadre de l'île de la Réunion, donc c'est vrai qu'on travaille surtout à échelle, vraiment petite échelle. Donc, question rapide, est-ce que vraiment cette méthode permet de faire une évaluation en petite échelle, 1? Et 2, dans le cadre de la gestion des espèces exotiques envahissantes, donc il y a toujours cette idée. En ce moment, on enlève les espèces exotiques envahissantes pour l'utiliser
à titre d'exemple pour l'énergie renouvelable, certes, certains acteurs vont restaurer avec des espèces endémiques, indigènes, mais il y a toujours cette petite réticence d'un point de vue du monde économique sur continuer à utiliser les espèces exotiques envahissantes pour l'énergie renouvelable. Ça, c'est un questionnement. La balance entre pouvoir utiliser au niveau de l'espèce, voilà, gérer les invasives et faire de la restauration pour les endémiques versus développement économique et maintenir l'énergie renouvelable. Merci beaucoup. Merci. Une question très pertinente aussi au niveau de l'échelle, parce que la Réunion, ce n'est pas si grand que ça, et notre analyse avec les valeurs estimées de STAR ne sera pas assez précis pour la planification détaillée au niveau de la Réunion. Mais si on passe au niveau de calcul de calibrated STAR, ça sera fait à un niveau beaucoup plus précis spatialement. Donc, ça pourrait descendre jusqu'à une échelle de quelques dizaines de mètres. Et dans le cadre de STAR, souvent les menaces qui pèsent sur les espèces, ça comprend les espèces envahissantes. Donc, ça nous permet d'orienter les actions vers l'élimination des espèces envahissantes, là où il est la chose la plus importante à faire. Donc, ça sera un cas peut-être au niveau des stratégies adoptées par les compagnies autour des emballages. Ça sera quelque chose que peut-être où on pourrait avoir une discussion plus détaillée par la suite. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup à tous. Alors, en conclusion, donc c'est plus un récapitulatif pour vous donner les éléments principaux à retenir par rapport à cette consultation. Donc, les membres, les experts, entreprises, partenaires, enfin tout le réseau du Comité français de l'UICN, vous êtes donc invités à remplir le questionnaire que vous avez déjà dû recevoir par l'UICN et par le Comité français de l'UICN. Donc, ça a dû vous être envoyé au mois de novembre. Donc, vous êtes invité à remplir ce questionnaire et vous avez jusqu'au 15 mars. Cette consultation ou ce questionnaire, donc, il se base sur le document que vous a présenté Florence. Donc, on vous encourage évidemment à lire et à regarder dans le détail. Mais ensuite, la consultation, elle comporte en gros trois grandes sections. Une première section donc, sur des questions par rapport à vous. Une deuxième section sur la compréhension de votre approche positive pour la nature. Et puis une autre section sur, où on rentre un peu plus dans le détail sur l'approche de l'UICN, sur mesurer le positif pour la nature, avec le positionnement, l'objectif, les questions d'intégrité dont a parlé Florence, et puis le cadre d'évaluation. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail. Donc au total, la consultation, ce sont 45 questions, mais où vous devez choisir parmi les affirmations suivantes. Donc, ils sont tout à fait d'accord, pas du tout d'accord ou ne sait pas. Donc, ça, on vous invite à le faire de manière indépendante, voilà, et chacun de votre côté, et donc à remplir directement ce questionnaire pour que le secrétariat de l'UICN puisse ensuite faire son analyse et intégrer les réponses. Et par contre, nous, au niveau du réseau français, ce qu'on vous invite à faire, c'est donc de faire remonter vos avis et vos contributions. Donc, me les envoyer directement dans ma boîte mail d'ici le 23 février, puisque l'idée, c'est qu'on puisse compiler, coordonner en fait toute cette remontée d'informations pour en faire une synthèse et la transmettre au secrétariat de l'UICN. Donc, c'est pour ça que vous avez un peu moins de temps, mais donc étant donné que ça a été lancé au mois de novembre, là, vous pouvez prendre le temps de revoir le webinaire pour vraiment vous approprier l'approche. Et puis ensuite, nous, à partir du 23 février, on fera une proposition de réponse qu'on enverra au secrétariat de l'UICN. Et puis pour terminer, on vous enverra là dans cette présentation, vous aurez en fait donc les ressources utiles, en fait tous les liens qu'on vous a mis sont cliquables. Donc en fait, vous pouvez cliquer et aller consulter directement les documents. Donc, si vous patientez un petit peu, vous les aurez dans la journée. Merci beaucoup. Est-ce que Franck, Florence, Annie, vous voulez dire un petit mot de conclusion? Merci beaucoup en tous les cas.
Juste de vous remercier beaucoup pour l'engagement intense. C'était vraiment une discussion très intéressante et utile pour nous. Donc, par la suite. Merci à tous. Mm.